Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, la même heure à Ouagadougou et 14h à Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao. Et Bourama Traoré, voici les titres. Le président nigérien est depuis ce matin à Bamako pour une visite d'amitié et de travail. Abdourahmane Tiani aura un entretien avec son homologue malien, colonel Assimi Goïta. Le Salon international de l'artisanat du Mali, Siama, ouvre ses portes cet après-midi. L'édition 2023 a pour invité d'honneur le Burkina Faso. Et justement, le Premier ministre du Faso est arrivé hier soir à Bamako pour prendre part à l'événement. 5e cohorte du service national des jeunes. Elle concerne 700 jeunes âgés de 18 à 35 ans. Le recrutement a commencé. On en parle dans cette édition avec Boubacar Bablé-Touré. En sport, on parlera du championnat national de Ligue 1 de la CAN Côte d'Ivoire. Le pays reçoit la visite du secrétaire général de la CAF. Et puis, il sera question de la Coupe du monde des moins de 17 ans en Indonésie. Ce sera avec Abdul Karim Kaba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, est arrivé ce matin à Bamako. C'est pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures. À sa descente d'avion, le général Abdourahmane Tiani a été accueilli par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'était en présence du Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et de plusieurs autres personnalités. Ce déplacement du président Tiani hors du Niger est le premier depuis son arrivée au pouvoir. Cette visite vise à renforcer les liens de coopération entre Bamako et Niamey dans divers domaines, notamment au plan sécuritaire et économique. Des sujets qui sont au cœur d'une séance de travail en ce moment à Koulouba entre les délégations maliennes et nigériennes. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions avec nos différents reporters. Et je le disais également dans le sommaire, le Premier ministre du Burkina Faso est arrivé hier soir à Bamako. Apollinaire Joachim Kielem de Tambela a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue malien, Dr Choguel Kokala Maïga. Le chef du gouvernement burkinabé est au Mali pour participer à la 4e édition du Salon international de l'artisanat du Mali qui ouvre ses portes cet après-midi au parc des expositions de Bamako. Le Burkina Faso est le pays invité et d'honneur. Écoutons le Premier ministre burkinabé au micro d'Alpha Maïga qui s'est dit très satisfait de revenir à Bamako. C'est ce qui sera. C'est la raison pour laquelle je suis ici à Bamako. Et comme vous savez, chaque fois qu'on repart à la maison, on est content. Donc je suis content d'être de nouveau ici à Bamako. Et je suis venu pour plusieurs raisons. D'abord, il faut dire qu'il y a le Salon international de l'artisanat du Mali. Et nous sommes venus pour la cérémonie d'ouverture. Plus de la moitié du gouvernement burkinabé est là. C'est pour marquer, n'est-ce pas, les relations fortes qui lient nos deux pays. Ensuite, je suis venu aussi parce que j'avais besoin d'échanger sur quelques points, parce qu'il faut que nous ayons une vision commune dans la gestion de nos pays. Je suis venu aussi pour présenter au peuple malien et aux autorités maliennes les félicitations du chef de l'État et du peuple burkinabé pour la prise de Kidal. Vraiment, ça nous a beaucoup réjouis. Et nous souhaitons que cette prise-là soit définitive. Je suis venu aussi parce que mon président m'a remis un message à remettre au président Assimi Goïta. Les relations entre le président Traoré et le président Goïta sont au beau fixe. Nous devons être courageux. Le destin des peuples sans courage, c'est d'être dominés et exploités. Nous devons aller plus loin que les traités d'amitié et de coopération. C'est pour ça que j'appelle au courage. Nous devons avoir le courage de franchir le pas, de constituer une fédération entre les États de la charte de l'Iptako-Gourma. Le Salon international de l'artisanat du Mali, on en parle toujours, un rendez-vous annuel pour promouvoir un secteur qui occupe 200 000 personnes selon les chiffres officiels. Le thème du Siama 2023 est l'artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration des peuples et de croissance économique. Alpha Maïga nous en parle. L'artisanat au Mali, c'est le génie créateur de plusieurs acteurs du secteur. Mamadou Menkoro Traoré, président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Nous décomptons plus de 500 métiers. Un métier est différent de corps de métier.
Le corps de métier, c'est le regroupement des métiers apparentés et des métiers connexes. Si vous rentrez dans une maison, c'est un artisan qui a construit la maison. On se couche sur un lit, c'est un artisan qui a fabriqué le lit. Ousmane Koulibaly, directeur général du Centre de l'artisanat pour le développement textile. L'artisanat, c'est le travail fait à la main qui n'appelle pas une production par la série. Dans l'artisanat, il y a plusieurs branches au niveau de l'artisanat. Il y a l'artisanat d'art, il y a l'artisanat de production. L'analyse de la situation du secteur de l'artisanat fait ressortir beaucoup les efforts jusqu'ici consentis par l'État malien et ses partenaires. Et cela pour promouvoir et développer le secteur. Mamadou Menkoro Traoré, président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Un salon de l'artisanat, c'est pour avoir un espace d'expression pour les artisans. C'est pour évaluer nos talents, c'est pour montrer les jeunes talentueux qui sont cachés. Les principaux constats montrent les potentialités du secteur et tous les atouts dont il dispose pour soutenir l'économie nationale. Ousmane Koulibaly, directeur général du Centre de l'artisanat pour le développement textile. L'artisan est le pilier de la société parce que dans chaque famille au niveau du Mali, vous avez un artisan. Si vous prenez un taximan, est un artisan. Quelqu'un qui pousse une charrette est un artisan. Le boucher est un artisan. Mais généralement, les gens pensent que ceux qui sont artisans sont ceux-là qui travaillent dans le domaine de l'artisanat d'art. Le secteur de l'artisanat représente une part significative des activités économiques au Mali. Il constitue un secteur prioritaire pour le gouvernement en vue de réduire la pauvreté. L'artisan vit de son art. À travers les nouvelles technologies aujourd'hui que nous avons, à travers les différents échanges que nous avons aujourd'hui, l'artisanat textile, ça rime forcément. Parce que même si vous prenez l'industrialisation du textile, ça a commencé d'abord par l'artisanat. Les premiers hommes qui ont vécu avant nous, dans un premier temps, ont utilisé des fibres, des branches pour pouvoir se protéger. L'industrie textile commence à partir de l'artisanat textile. Les artisans ont deux périodes favorables, la fête de Tabaski et la fête de Ramadan. Donc nous avons choisi généralement vers la fin de l'année pour pouvoir écouler nos produits. C'est cette période généralement qui est favorable même pour la sous-région pour que nous puissions nous retrouver et écouler nos stocks. Nous exhortons les plus hautes autorités à nous faire confiance. Nous avons créé cet espace pour montrer nos talents, pour montrer notre savoir-faire. L'importance du secteur artisanal s'exprime par ces chiffres. Il contribue à plus de 10% au produit intérieur brut PIB du Mali. Il emploie beaucoup de personnes, 200 000 selon les chiffres officiels et plus de 5 millions indirectement. Rendez-vous est pris pour ce jeudi 23 novembre 2023 pour magnifier l'artisanat. C'est sur la route de l'aéroport à Kalaban-Oukoura, en commune 5 du district de Bamako, au parc des expositions. 4e édition du SIAMA, Salon international de l'artisanat du Mali. Le service national des jeunes lance sa 5e cohorte. Au total, 700 jeunes âgés de 18 à 35 ans doivent être recrutés à travers le pays. Le dépôt des dossiers de candidature a débuté. Les candidats retenus seront non seulement initiés au métier des armes, mais suivront également une formation dans d'autres filières. On en sait plus avec Boubacar Bablin Touré. À la porte du SNJ, ce sont des centaines de jeunes qui frappent à la porte à la faveur du recrutement de la 5e cohorte. Cette étape a bien une spécificité, contrairement aux précédentes. Le dépôt de candidature s'effectue à Bamako et dans les capitales régionales. Il s'agit cette fois-ci des non-fonctionnaires, des diplômés et non-diplômés pour un besoin estimé à 700 candidats sur toute l'étendue du territoire national. Habib Sako, président de la commission de recrutement de la 5e cohorte du SNJ. Ce recrutement est une chance pour eux, pour qu'ils puissent se former, pour qu'ils puissent s'intégrer, pour qu'ils puissent être des citoyens modèles. Parce que la formation militaire va les inculquer le civisme, l'intégrité morale, le sérieux et l'engagement. Les candidats, une fois admis, seront soumis à une formation théorique et pratique avec comme particularité la formation professionnelle. Ils seront soumis à une formation commune de base, qu'on appelle communément formation militaire. Donc c'est une formation théorique et pratique dans les métiers des armes, mais pour être réserviste de l'armée. Maintenant, la seconde étape, c'est la formation professionnelle, qui dure 10 mois. Ils seront en tout cas mis dans l'apprentissage des métiers.
donc les métiers, les emplois métiers, dans les filières que nous-mêmes on a choisies, des filières porteuses, sur lesquelles, et ensuite, on a dit notre processus c'est 18 mois. Et les 2 mois qui resteront, on va les amener à une reprise de main. Donc la reprise de main, c'est comme un réveil musculaire. Colonel Tchemouro Kamara, directeur général du service national des jeunes SNJ. Les plus hautes autorités du Mali ont institué le service national des jeunes pour développer le civisme et la citoyenneté, le don de soi, le patriotisme, comme sa mission l'indique, qui est de parfaire l'éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation et entière au développement économique, social et culturel du pays. La 5e cohorte du SNJ aura un double avantage, l'apprentissage des métiers et le statut de réserviste. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 novembre prochain. Cadre de concertation entre le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et les associations et confessions religieuses. La rencontre a eu lieu hier au Centre international de conférences de Bamako. L'objectif de cette rencontre des leaders religieux est d'échanger avec les autorités sur la mise en place du Conseil national des autorités religieuses et traditionnelles. Reportage Ibrahim Kaoukounate et Yacouba Koni. Cette rencontre, 3e du genre, est un cadre de dialogue et d'échange entre les leaders religieux, initié par le département en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes, en vue de mettre en place une structure religieuse et cultuelle. Toumani Sangaré, secrétaire général du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Nous sommes les mandataires du monde religieux et coutumier. Il va de soi que ce monde sache ce qui a pu être parcouru en termes législatifs, en termes institutionnels, les handicaps que nous avons pu connaître et qui ont pu aussi empêcher que l'on parvienne aux résultats escomptés. Le deuxième objectif, c'est la mise en place d'une structure religieuse et culturelle qui puisse fusionner dans les jours à venir avec le Haut Conseil de légitimité traditionnelle pour la mise en place du Conseil national des autorités traditionnelles et coutumières. Pendant 2 jours, les participants vont se pencher sur les différentes thématiques, notamment la liberté religieuse, prêche et pèlerinage. Mamadou Djamontani, membre du Haut Conseil islamique du Mali. Il y a des thématiques qui sont extrêmement importantes, qui seront abordées dans ce cadre-là. Et malgré leur caractère sensible, c'est des échanges mûris, réfléchis, sans passion, qui nous permettront d'arriver à contourner certaines difficultés. L'abbé Jean-Marie Dibo, membre de la conférence épiscopale. C'est l'occasion pour nous de renforcer davantage les liens de fraternité qui existent entre nous. Et l'Église catholique, dans ce sens, nous invite au vivre ensemble, à contribuer au vivre ensemble à la cohésion sociale. Pasteur Dadele Diassana, membre de l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali. Les églises, les musulmans, toute confession, toute croyance ne peut être en paix que si le pays est en paix, que si les dirigeants sont en paix. C'est pourquoi c'est important de prier pour la paix du pays, pour la paix des dirigeants. Et nous le faisons régulièrement. Ce cadre de rencontre permettra aux participants de mieux s'imprégner du rôle des religieux et cultuels dans la recherche de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale. Sur la scène internationale, en Guinée, l'ex-chef de l'État Alpha Condé rejette les accusations d'achat d'armes. Il ne s'avoue plus où donner de la tête. Personne ne va se laisser distraire par une telle bouffonnerie, a-t-il déclaré dans le magazine Jeune Afrique. Dans la foulée, sa formation politique, les RPG, affirme avoir appris avec surprise l'accusation portée contre l'ex-chef de l'État et invite les militants à rester mobilisés dans le combat pour le retour à l'ordre constitutionnel. Au Libéria, le président élu Joseph Boakai se veut rassembleur. Nous devons nous rassembler pour reconstruire le pays. C'est ce qu'il a déclaré lors de sa première prise de parole à Monrovia, la capitale. Il promet de développer les communautés rurales, de promouvoir une gestion transparente des affaires publiques et d'initier une réforme des secteurs de la sécurité et de la justice pour, dit-il, soulager les familles de victimes de disparitions suspectes ces dernières années. Joseph Boakai sera investi le 24 janvier prochain.
Au Tchad, le référendum constitutionnel se tiendra le 17 décembre prochain. Dans la perspective de ce scrutin, le Premier ministre Saleh Kebzabo a mis en place hier un bureau de la coalition pour un oui. Il préside en personne cette coalition qui comprend une soixantaine de personnalités, dont plusieurs ministres. Les partisans du non n'ont pas tardé à réagir. Ils dénoncent une violation du devoir de neutralité de la primature et l'utilisation des moyens de l'État. Pour l'ancien chef du gouvernement Albert Pahimi Pagake, la mise en place de cette coalition pour le oui décrédibilise tout le processus référendaire. Toujours au Tchad, le programme alimentaire mondial menace d'arrêter de façon imminente son aide alimentaire. Le PAM dit avoir besoin de 185 millions de dollars pour les 6 prochains mois. Faute de quoi, assure-t-il, les livraisons de nourriture à près d'1 400 000 réfugiés ne pourront être assurées sur le sol tchadien. Pour plus de 500 000 Soudanais sont venus s'ajouter aux besoins depuis le déclenchement de la guerre civile en avril, selon le directeur adjoint du PAM au Tchad. Cette crise a des conséquences aussi sur la population tchadienne. Moins de la moitié des 2,3 millions de personnes ciblées par le PAM comme étant en insuffisance alimentaire ont pu recevoir de l'aide ces 3 derniers mois. Au Congo-Brazzaville, une journée de deuil national a été décrétée hier par les autorités en mémoire des 31 jeunes morts dans une bousculade lundi soir. C'était lors d'une opération de recrutement de l'armée dans le stade Michel d'Orlando de Brazzaville. Les drapeaux étaient en berne dans la capitale, devant les administrations publiques et les écoles. Les bars et autres lieux de divertissement ont également observé le deuil national. Selon le porte-parole du gouvernement congolais, Thierry Mungala, outre les 31 victimes, la bousculade a fait 145 blessés. Et au Proche-Orient, l'entrée en vigueur d'un accord de trêve entre l'Israël et le Hamas n'interviendra pas avant demain vendredi 24 novembre. Il prévoit la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens. Dans la bande de Gaza, les combats meurtriers se sont poursuivis aujourd'hui. Les femmes et les enfants en sont les premières victimes. Selon l'ONU, qui précise qu'une grave crise humanitaire se vit dans l'enclave, avec notamment le déplacement de plus d'1,7 million d'habitants de Gaza où l'aide entre au compte-gouttes. Radio Mali, il est 13h17 à Fani dans le cercle de Blas. C'est l'heure du sport. Football, il est question de championnat national de Ligue 1 dont la 4e journée en retard se joue entre Afé et l'AS Bakaridjan. Sur le continent, le secrétaire général de la CAF est en visite en Côte d'Ivoire. Le pays organise la CAN en janvier prochain. Et puis, Coupe du monde des moins de 17 ans, les quarts de finale débutent demain et vendredi. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdelkarim Kaba. Commençons cette page de sport par le championnat national de Ligue 1. En match en retard de la 4e journée, Afrique Football Elite a fait était face à l'AS Bakaridjan de Baraouli hier. Victoire de Afrique Football Elite a fait 3-1 face à l'AS Bakaridjan de Baraouli. L'autre rencontre en retard entre le Stade Malien de Bamako et le Djeliba Athletic Club se jouera ultérieurement. À l'issue de la 4e journée, l'AS Real de Bamako occupe provisoirement la tête du championnat avec 10 points plus 7, suivi du Stade Malien de Bamako et du Club olympique de Bamako. La 5e journée donne son coup d'envoi samedi avec 5 rencontres au programme. Sur le continent, la CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est dans 51 jours. Et le secrétaire général de la CAF a saisi l'occasion pour visiter certaines installations ivoiriennes. Il a visité des secteurs clés tels que l'accueil, les médias, la radiodiffusion, la sûreté et la sécurité. Satisfait, le secrétaire général de la Confédération africaine de football a apprécié les installations du stade Alassane Ouattara d'une capacité de 60 000 places. Ce stade accueillera le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, ainsi que la finale. Coupe du monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023, le tableau des quarts de finale est au complet. Ces quarts de finale démarrent d'ailleurs dès demain à partir de 8h30 par la rencontre Espagne-Allemagne. À midi, le Brésil affrontera l'Argentine. Samedi, le Mali jouera contre le Maroc à midi, mais auparavant à 8h30, la France affrontera l'Ouzbékistan. Basketball, un record de plus pour LeBron James. L'Américain est devenu le premier joueur à passer la barre des 39 000 points dans la Ligue pro nord-américaine. Sa formation, Los Angeles Lakers, a corrigé Utah Jazz 131-99.
LeBron James, lui, a inscrit 17 points. Avec cette performance, il franchit la barre des 39 000 unités dans sa carrière. Au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA, LeBron James compte désormais 39 012 points. La leçon de sport pour terminer. Le carton rouge est officiellement introduit dans les règles de football dans les années 70. Il faut dire que l'idée est venue en 1966 de Ken Ashton qui assiste à un match de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Angleterre. Une véritable boucherie que l'arbitre de la rencontre a du mal à contenir. À la fin du match, Ken Ashton, lui-même ancien arbitre, rentre alors chez lui en voiture, s'inspire du fait tricolore et repense à la scène qui vient de se dérouler sous ses yeux et d'un coup, l'idée lui est venue. Isaac Tchenou, dans la leçon du sport du jour, nous en parle. C'est un Anglais qui a inventé les cartons jaunes et rouges qui seront institués 4 ans plus tard à la Coupe du Monde en 1970. Un changement qui va révolutionner le sport à jamais. Le carton rouge est un carton de pénalité utilisé dans de nombreux sports. En football, un joueur se voit infliger un carton rouge en cas de grave infraction aux règles de jeu. C'est l'arbitre qui a l'autorité habilitée à donner le carton rouge. Ibrahim Aboubakar Aïdara, instituteur national des arbitres. Un arbitre a autorité pour infliger des sanctions disciplinaires, carton jaune ou rouge, à partir du moment où il pénètre sur le terrain pour l'inspection d'avant-match et jusqu'à ce qu'il le quitte après le coup de sifflet final. Qu'il soit sur le terrain ou en dehors du terrain, un joueur ou un officiel d'équipe qui commet une faute doit être sanctionné conformément à la nature de la faute. Le carton rouge est adressé à des acteurs bien précis dans une rencontre de football. Les joueurs remplaçants, les joueurs remplacés et les officiels d'équipe, c'est-à-dire les responsables d'équipe qui sont admis sur le banc de touche, peuvent se voir infliger un carton jaune ou un carton rouge. Le carton rouge est la sanction la plus sévère au cours d'une rencontre, nous dit notre instituteur national. Le carton rouge, c'est la sanction extrême. C'est pour dire que l'infraction commise est si grave que le fautif ne doit plus continuer le match. Alors il quitte le terrain et ses abords immédiats. L'arbitre sort le carton rouge dans des conditions précises. Ibrahim Aboubakar Aïdara. Un joueur remplaçant ou un joueur à remplacer qui commet l'une des fautes suivantes sera exclu, c'est-à-dire aura un carton rouge. Empêche l'équipe adverse de marquer un but ou annihile une occasion de but manifeste en commettant une faute de main. Bien sûr, excepté le gardien de but dans sa surface de réparation. Empêche de marquer un but ou annihile une occasion de but manifeste d'un adversaire se dirigeant vers le but, mais pas forcément directement en commettant une faute passible d'un coup franc, sauf précision apportée à la section suivante. Commet une faute grossière, crache sur ou bien vers quelqu'un, mord quelqu'un, commet un acte de brutalité, tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et ou grossiers, reçoit un second avertissement au cours d'un même match, pénètre dans la salle de visionnage. Une exclusion peut également être prononcée lorsqu'un joueur reçoit un second carton jaune au cours du même match. Cela implique automatiquement un carton rouge. Cette page sport met un terme à cette édition que vous pouvez trouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Segou Traoré qui a assuré la mise en ligne. Il y avait aux manettes Bintou Traoré. Merci à Ousmane Daou qui nous a aidé à la préparer. C'était au micro Salimata Daou. Et Bourama Traoré, restez connecté sur Radio Mali. Fousseni Diarra s'installe dans un instant pour la lecture des avis et communiqués. Merci de votre fidélité. Bonne écoute radiophonique.